Nicolas nous reçoit dans son atelier de sérigraphie à Bayonne. Claire nous envoie des nouvelles de Buenos Aires. Face de Mob, rencontre avec Yannick à l'hôpital Saint-Blaise. C'est au Petit Bayonne que nous reçoit Nicolas Armendaritz. Depuis un an, ce jeune Souletin a monté un atelier de sérigraphie. Il nous accueille et nous fait partager sa passion. Bonjour à tous, Egun Hundenay. Bienvenue à l'atelier Pot Sérigraphia. L'atelier Pot est un atelier de sérigraphie, c'est-à-dire un atelier d'impression artisanale où tout est imprimé à la main et avec des encres à l'eau. J'ai démarré ce métier il y a maintenant 4 ans. En fait, au début, je dessinais pour ma fille Inès et j'ai voulu dupliquer mes dessins. Et je me suis posé la question de comment faire. Donc les imprimeurs me demandaient une quantité astronomique de dessins. Et donc je me suis intéressé à d'autres techniques. Et un jour, le hasard a fait que j'ai rencontré Kepa à Moléon, qui m'a expliqué la sérigraphie parce que lui en faisait dans son garage. Depuis ce jour-là, je suis devenu complètement accro et j'ai décidé d'en faire mon métier. Au début, j'ai commencé dans mon garage, tout seul, à batailler, complètement autodidacte, à imprimer sur du papier, du t-shirt. C'était assez compliqué parce que je n'avais pas la technique, ni les connaissances, ni le matériel adapté. Et il y a 1 an et demi de ça, j'ai été me former à Toulouse, à 54 fils au centimètre, avec Annie Zambert, qui m'a montré un petit peu quelques techniques pour pouvoir imprimer plus facilement. Et depuis ce jour-là, je vis de ça et j'ai ouvert l'atelier maintenant il y a 1 an à peine. Dans cet atelier, j'imprime pas seulement pour moi, mais aussi pour des associations, des groupes de musique qui ont déjà un visuel à eux. Par exemple, ce matin, j'ai fait un t-shirt de Willis Drummond, mais il y a Mushkan Eguna aussi qui est venu faire ses t-shirts ici, et plein d'autres de groupes de musique locaux. Je tiens aussi énormément à l'aspect transmission et formation. Je propose aux artistes de venir se former avec moi ou s'initier à la sérigraphie, ce qui leur permet en fait de revenir et de louer le lieu pour 12 € de l'heure et de repartir avec leurs impressions qu'ils auront fait eux-mêmes. Le gros avantage de ça, c'est qu'en fait ils ont une maîtrise totale depuis le dessin qu'ils auront réalisé chez eux jusqu'à la duplication de leurs œuvres. Ils auront tout fait de A à Z, ils auront tout maîtrisé en termes de couleurs, de quantité. Voilà, c'est ce qu'ils aiment bien venir chercher ici. Et toujours dans la transmission, je travaille avec des écoles primaires ou alors des bacs pro comme Canto par exemple. Et dans le primaire, j'interviens en basque aussi dans les Ikastola. Ce qu'on fait avec les primaires notamment, c'est que les enfants, il y a 2 heures de dessin à peu près, où ils dessinent vraiment le dessin qu'ils veulent. Et ensuite, je reviens avec un peu de matériel dans l'école pour qu'ils puissent imprimer eux-mêmes leurs t-shirts en sérigraphie.
vous expliquer le principe et le procédé de sérigraphie. En fait, il faut partir d'abord d'un dessin. Un dessin qu'on est obligé de dessiner ou d'imprimer en noir sur du calque ou un papier transparent. Ce procédé est obligatoire parce que, je vais vous expliquer après, on est obligé d'imprimer grâce à de la lumière. Alors ensuite, une fois que le dessin il est fait, on prend un cadre de sérigraphie. Un cadre de sérigraphie, c'est juste un cadre avec une toile, avec un maillage très fin qui est tendu dessus et qui laisse passer la peinture. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient enduire ce cadre d'une matière photosensible que je laisse sécher dans le noir parce que photosensible veut dire qu'il réagit à la lumière, aux UV en fait, donc à la lumière du soleil. Ensuite, une fois que ce cadre est sec dans le noir, je viens sur une table lumineuse poser mon dessin et par-dessus le cadre avec cette pâte photosensible et j'allume la lumière avec des tubes UV qui vont venir taper faire réagir cette pâte qui est photosensible et partout où il y avait un dessin, c'est-à-dire dessiné en noir, la lumière n'aura pas traversé. Ensuite, il suffit de passer de l'eau, la pâte qui n'a pas réagi tombe et ça devient un pochoir. Et ensuite, de ce pochoir, qu'est-ce que je fais? Je viens poser le pochoir sur mon tissu ou sur du papier et je viens choisir une couleur. La couleur, je la pose sur mon pochoir et à l'aide d'une racle, je viens faire traverser toute la peinture à travers le pochoir. Et partout où il y avait des trous dans le pochoir, la peinture a traversé et se dépose sur le tissu ou sur le papier. Ce qui veut dire que si on a une sérigraphie de couleur, par exemple, il faut utiliser deux pochoirs et dans ces cas-là, venir faire superposer les couleurs les unes après les autres. J'utilise uniquement des encres à l'eau parce qu'il y a un côté écologique pour moi et surtout, j'utilise aucun solvant, ce qui fait que pour nettoyer, déjà, je n'utilise que de l'eau et pour travailler dans les écoles avec les enfants ou même avec les artistes, il y a un côté pratique et qui n'a absolument aucune odeur. Depuis un an, j'ai formé une vingtaine d'artistes avec une dizaine qui revient régulièrement travailler. Ce qu'il y a de très intéressant chez les artistes, c'est qu'autour de la sérigraphie, qui est une seule technique, on peut avoir vraiment des univers totalement différents. Là, par exemple, vous avez un dégradé. Pour Hossegor, ça a été travaillé sur du tissu. Ici, c'était ce matin, c'est Mojo qui est venu travailler. C'est une sérigraphie avec juste des points hyper fins. Et ici, par exemple, c'est Simon Landrin qui a un visuel très à base d'aplat et qui représente comme des petites illustrations de BD. J'imprime aussi mes créations, c'est-à-dire que je fais mes propres dessins que j'imprime ici donc, sur des t-shirts par exemple, mais aussi avec Don Quichotte, j'ai fait mes espadrilles. Je fais pas mal de collaborations avec d'autres artisans, notamment Monsieur Chocolat. J'ai dessiné sa tablette de chocolat en édition limitée. Je travaille aussi avec une tapissière qui fabrique des coussins et des fauteuils qu'elle restaure. Moi, je lui fais les dessins et les impressions. En fait, les possibilités sont quasi infinies. Eskerrik hanitz denei eta nahi bazide pasatu baionetik ene lantegitik, sartzen ahal zide eta dena zabalik da eta dena jakusten deiziet. Eskerrik hanitz. Bonjour Sibéro Televista. Avec Fiona, ça fait maintenant 4 mois. 4 mois et demi, 5 mois qu'on parcourt l'Amérique du Sud. Bon là actuellement on est dans le nord de la Colombie, dans les Caraïbes. On a commencé notre périple à Buenos Aires.
Après, on a été en Uruguay, nous avons fait le Brésil durant le carnaval. Donc, on a fait le carnaval de Rio. On a aussi fait un petit carnaval au Brésil dans le nord. Iguaçu, Mendoza, Cordoba. On est parti ensuite un petit peu au Chili, à Valparaiso. Après, on a fait le désert de San Pedro d'Atacama. Ensuite, on a fait un trek de 3 jours pour arriver jusqu'au Salar de Uyuni en Bolivie, dans des gros 4x4. C'était génial. Finalement, c'était le plus beau moment du voyage. On s'est échappé pour le Pérou, on a fait le lac Titicaca, le Machu Picchu. Puis après, on est arrivé en Colombie. Claire et moi, on s'est rencontrés à l'université à Paris. Et puis on a décidé un jour, sur un coup de tête, on était en train de sécher les cours et puis on a décidé de partir. De partir à l'autre bout du monde. Donc ça a été sur un coup de tête. Pour partir en voyage, il a fallu qu'on travaille. Donc moi j'ai quitté Paris et mes études pour un an. Moi pareil, j'ai bossé en restauration pendant 6 mois pour financer mon voyage. Et puis j'avais de l'argent un peu de côté et j'ai décidé du coup de m'en servir pour ce beau voyage de 5 mois. On a rencontré énormément de personnes. Au début, c'était un petit peu gênant d'arriver de dormir tout le temps dans des dortoirs. On ne connaît pas les personnes. C'est toujours compliqué de partager son intimité. Bon, maintenant, on n'a pas de soucis pour se promener en serviette et en maillot. Après, oui, niveau langue, on avait un petit peu de chance parce qu'on parlait déjà espagnol et anglais. Mais c'est sûr que quand on est arrivé au Brésil, ça a été un petit peu compliqué au début car c'est le portugais. Mais finalement, la langue, même si tu la parles pas, c'est toujours un plaisir de partager des moments. En fait, on a rencontré beaucoup de personnes qui voyageaient tout seuls, beaucoup de personnes qui voyageaient à deux. Nous, on avait pris la décision, on n'avait pas le courage de partir toutes les deux toutes seules. Donc finalement, ça a été... On a eu de la chance, c'est super bien entendu malgré qu'on ait deux caractères totalement opposés. Mais tout s'est bien passé, il suffit de faire des compromis. On s'est engueulé. Finalement, sur les 5 mois, on s'est engueulé une fois. Bon, ça a failli se terminer en scène de cannibalisme, mais ça a été la... Tout s'est bien fini. Tout s'est bien fini. Bon, elle m'a mordu un peu ici. Bon, il me manque un bras, ça va. On a plutôt fait attention, on était rarement tout seuls, toutes les deux. On nous avait dit que le Brésil, ça craignait beaucoup et au final, on a fait attention d'être toujours accompagnés, de rencontrer des gens et de sortir ensemble et de ne pas prendre trop de risques, d'écouter les conseils des locaux pour ne pas se mettre dans des situations de danger. On n'a aucun problème niveau sécurité. Mais tout de même, là par exemple, on est en Colombie, c'est un pays qui s'est ouvert récemment au tourisme. On voit qu'il y a encore des traumatismes dans la population, etc. Donc il faut toujours respecter. Et si tu respectes, il n'y a pas de souci. Et puis bon, s'il doit t'arriver quelque chose, il doit t'arriver quelque chose aussi. Alors, nos coups de cœur, nos endroits préférés. Donc, tout d'abord, ça a été l'Uruguay. On est parti dans deux petits villages super magnifiques, avec sans électricité, sans eau, génial. Le bout du monde. Après, on a vraiment adoré le carnaval de Rio. En fait, c'est le carnaval de Rio et la période du carnaval au Brésil. Ça dure plus d'1 mois où tout le monde est euphorique pendant 1 mois. Et c'est pas seulement un défilé qui a lieu au Sambodrome, ça c'est plutôt la partie de la population plus aisée. Ils sont tous déguisés, tout le monde joue le jeu, c'est des paillettes partout, Des tutus, des couleurs, l'euphorie.
des caipirinhas. San Pedro de Atacama et le désert de sel d'Uyuni. C'était magnifique, on a vu des paysages splendides, c'était des kilomètres et des kilomètres de nature, sans rien, même pas une petite cabane, rien. C'était Des espaces un petit peu lunaires, des déserts, des grands lacs, des montagnes, des lacs roses. le Machu Picchu, on ne peut pas passer dessus. Bien que ce soit très touristique aujourd'hui et menacé aussi par le tourisme de masse. Bonjour à tous, c'est à l'hôpital Saint-Blaise que je vous emmène aujourd'hui, à la rencontre d'un copain d'enfance que j'ai retrouvé, Yannick. Il m'a donné rendez-vous à l'hôpital Saint-Blaise dans sa ferme familiale. Le repère, c'est un cheval blanc. Hop, 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 hop. Regardez ce que je vois. Je vois un petit cheval blanc, donc je pense que mon pote Yannick doit être par là. Coucou. Oh, trop beau. Salut Philippe. Comment vas-tu? En forme? Ah, c'est extra. Je m'attendais à quelque chose, mais pas ça quand même. Ben voilà, moi je suis déjà passionné de chevaux et passionné de chasse à l'arc. Voilà, je suis tombé dans la chasse quand j'étais petit avec mes oncles au Pays Basque, mon père en Afrique. Et puis j'ai continué à chasser à la carabine au fusil, mais je suis tombé dans la chasse à l'arc. Comme tu vois, chasse traditionnelle, approche des animaux et puis éventuellement, quand on a la chance d'en approcher insuffisamment près, de pouvoir le tirer. Et tu te déplaces dans les bois avec ce magnifique cheval? Alors, il m'arrive, je me déplace souvent à pied, mais il m'arrive en fonction du lieu où je me rends, de me déplacer à cheval. Alors bien sûr en respectant la réglementation, hein, parce qu'on n'a pas le droit de se balader avec un arc bandé, donc j'ai un étui spécial que je mets sur la selle, et puis je mets mon arc dedans, et je vais... Et tu chasses quoi en fait? Alors ici essentiellement le chevreuil, si j'ai la chance le sanglier, un peu le renard, et puis quelques oiseaux. Les palombes, des geais ou autres petits gibiers quoi. Et tu as ramené déjà un chevreuil à la maison? C'est ça. L'année dernière, j'ai fait mon premier chevreuil, ça faisait 2 ans que je pistais. Tu vois, il faut 2 ans pratiquement pour faire un animal. Ouais. Et tu vas pouvoir m'expliquer un petit peu comment ça se passe? Comment tu fais? Tout à fait, tu me suis? Allez. On y va? Allez, on y va. Allez, je me mets à cheval et on y va. Alors je te présente, parce que c'est quand même important hein, de savoir que ça c'est un cheval, c'est un moyen de locomotion, mais c'est aussi un partenaire. Hein. C'est mon partenaire, un de mes partenaires. Hein. Tu sais que c'est ma passion première, c'est le cheval. Et elle, c'est Niagara, c'est une jument que j'ai ramenée de Camargue, comme tu peux voir, toute blanche. Eh bien, quand on est dans les bois, même si elle est blanche, les animaux s'enfuient pas. Parce qu'ils voient un cheval, ils ne voient pas un être humain se déplacer à pied, tu comprends? D'accord. Ah, tu sais que tu me fais envie, hein? Tu as envie? L'herbe fraîchement coupée. Oui, on a fait cet après-midi, on a fait les foins, là. C'est ta maison que je vois au fond, Yannick? C'est ça, c'est la maison familiale. Il y a combien de temps que tu es revenu, Yannick? 5 ans que je suis rentré au Bercail. Tu sais que j'ai toujours voulu revenir en Soule, hein? Mais je sais que tu es un amoureux de la Soule, oui. Ah, je ne serais pas parti ailleurs. Malgré tous les voyages, c'était mon lieu de retour au Bercail et de retraite. Ah, c'est bien, tu vas amener les arcs, tu vas amener les flèches. Ouais, différents types d'arcs et de flèches. Ah ouais. Moi je chasse, donc maintenant depuis une quinzaine d'années, je chasse à l'arc. C'est une chasse un peu particulière parce que c'est une chasse d'approche. Il faut essayer de se mettre à la place du gibier, de pouvoir l'approcher le plus possible et je t'avouerai que on tue très peu.
Ouais, on tue très peu parce que d'abord, on n'a pas pour vocation de blesser. Le but, c'est vraiment d'approcher l'animal, de se mettre dans son milieu et puis de pouvoir le prélever quand il s'y attend le moins, quoi. Être un peu le petit chat qui se promène et qui essaye d'attraper la souris, quoi. Donc c'est du ralenti, c'est des heures et des heures d'observation, d'approche, et puis pour identifier déjà le gibier, et puis ensuite pour pouvoir le tirer dans de bonnes conditions, maximum 15-20 mètres, quoi. Ça, c'est un arc dit classique à double courbure, c'est ultra léger. C'est un arc, bon, celui-là a été fabriqué aux États-Unis par un gars qui est très connu dans le monde de l'archerie, qui s'appelle Monsieur Beer, qui est un des pionniers de l'archerie. Donc tu vois, un arc en bois. Il est beau, hein? Ah ouais. Voilà. Ici, ces deux petites toupies qui sont du... Comment ça s'appelle? C'est de la loutre. Ça sert à limiter le bruit au moment où la flèche, elle quitte l'arc, pour éviter de... Comme une flèche ne va pas très vite, c'est 300 mètres secondes à peu près. C'est la différence par rapport à une carabine. Et ça permet donc d'éviter que le bruit de la décoche te fasse suivre l'animal trop tôt. Donc l'animal, et l'avantage de la chasse à l'arc par rapport à la carabine ou autre, c'est qu'il n'y a pas de stress chez l'animal. Il prend la flèche, il est surpris, il va faire quelques mètres, on le laisse tranquille, et puis il meurt de sa belle mort par hémorragie, quoi. Mais bon, sans stress. Pas de suite, pas instantanément. Il se couche pas de suite. Non, il se couche pas de suite et il fait en général entre 30 et le plus loin que j'ai pu récupérer, c'est 200-300 mètres. Ah, le temps qu'il puisse, que l'hémorragie fasse son effet et qu'à ce moment-là, bon, ben, l'animal se couche tout doucement et puis il meurt. Donc ça, c'est un arc classique. Essaye de le... Comment tu fais? J'ai un gantier aussi, c'était très important parce que les cordes et l'arc, il fait 60 livres, donc ça fait 30 kg de puissance. Bon, c'est quand même assez solide au niveau de la traction. Hein. Tu vois? Et là, tu tiens l'arc, mais bon, avec ce type d'arc, on ne le tient pas longtemps. C'est plus du tir instinctif. Hein. C'est un peu comme du tir à la volée ou du tir à la bécasse, quoi. Hop, et je lâche. Il reste pas... Tu peux pas rester avec ce type d'arc, ils sont trop puissants, c'est trop difficile, même pour des gars très costauds. Alors après, ça dépend bien sûr des bonhommes. Hein. Ensuite, il y a l'autre modèle, c'est un arc traditionnel, mais celui-là plus sophistiqué, c'est ce qu'on appelle l'arc à poulie. Tu as des poulies aux deux extrémités. Celui-là, il est traditionnel parce qu'il est encore en bois. Maintenant, ils les font en, comment ça s'appelle, en métal. En carbone, tout ce que tu veux, voilà. Donc là c'est pareil, il y a des stop-bruits, hein, en mousse. Une petite plume qui flotte au vent pour m'indiquer quand je suis en approche ou à l'affût la direction du vent pour ne pas me faire éventer par l'animal, pour pas que l'animal me sente. Ouais. Parce que hormis le camouflage, il y a bien sûr le camouflage pour la vue, le camouflage olfactif, c'est-à-dire que j'évite, quand tu vas à la chasse à l'approche, tu évites de te raser le matin, de te mettre de la poudre de perlimpinpin pour sentir bon comme pour aller voir les filles. Et en fait, non, le gibier, lui, il t'évente à 300, 400 mètres sans problème. J'aimerais bien essayer, dis donc. Ah ben ouais, viens essayer. Donc, c'est là? Le but, voilà, tu tires et tu pousses en même temps. Je tire et je pousse. Vas-y. Vas-y, voilà. Et là? Ah ouais, d'accord. Voilà. Allez, montre-moi les flèches. Tu vois, il y a différents types de flèches et sur chaque flèche, il y a mon numéro de permis de chasse. Ah ouais. Comme ça, si je paume une flèche, eh bien, si quelqu'un la retrouve, il y a un numéro de permis dessus, il s'adresse à un garde-chasse ou même à la préfecture et autres, et on sait que c'est une flèche légale qui était dans les bois. Non. Ah ouais. Alors celle-là, c'est une flèche avec un gros empennage, comme tu peux voir, de couleurs, parce que les animaux ne voient pas les couleurs. Hein. Ils ne voient pas les couleurs. Je pourrais me balader et chasser en orange, comme en battu. Le chevreuil, pour lui, c'est un truc vert foncé, bleu, voilà, il ne le différencie pas. Ça, c'est une flèche pour les oiseaux, avec un embout plat, c'est fait pour assommer les oiseaux. J'ai des flèches de chasse un peu plus élaborées, toujours avec le numéro de permis, voilà. Oula, ah ouais. Donc, c'est une lame de rasoir, hein, ça coupe comme une lame de rasoir. Ça doit être très bien affûté. Ça, c'est alors pour quel... Alors ça, c'est gibier, sanglier, chevreuil, renard, voilà. On ne peut pas tirer les oiseaux avec ça, parce qu'on les traverse et... On les coupe en deux. Et puis, comme l'empennage est plus fin, la flèche irait tellement loin qu'on risque de la perdre et puis peut-être de blesser quelqu'un. D'accord. On doit pouvoir pêcher aussi, non? Alors, on n'a pas le droit en France de pêcher à l'arc, mais
on a tous quand même un attirail. Imaginez que ça doit- Voilà, parce que c'est pas de la pêche, mais c'est considéré comme de la chasse. Et tu sais qu'on n'a pas le droit de chasser le poisson en France, en étant depuis le bord de l'eau. Donc voilà, tu as une flèche avec comment ça s'appelle, comme une pointe de pêche, et un moulinet qui se monte sur l'arc, une bobine qui se monte sur l'arc avec un axe métallique. Bon, on ne s'improvise pas chasseur à l'arc comme ça du jour au lendemain, sans prétention, hein. Mais il faut vraiment prendre le temps, s'habituer, faire... Moi je tire à peu près en ce moment 50 à 60 flèches tous les jours. Ah oui. Et il faudrait que j'en tire 100, 150. Tu sais, quand je vais à la chasse souvent, il m'arrive que des gens me croisent et ne me voient pas. Notamment des chercheurs de champignons au mois d'octobre. Parce que ils passent à 4-5 mètres de moi je suis immobile et je les entends. Et souvent c'est des gens qui vont aux champignons, qui se disent « Ouais, on n'a pas vu d'animaux, Ils font tellement de bruit qu'ils ne peuvent pas voir d'animaux parce qu'ils parlent fort. Et que toi tu es immobile, 5 minutes après leur passage, toi tu vois un animal qui passe. Mais eux ils sont passés et ils t'ont pas vu. Allez, merci beaucoup Yannick de m'avoir reçu. Ben, de rien Philippe. Et puis bonne saison de chasse. Ouais, du plaisir. On va y arriver. Allez, bye bye, merci. Ciao, merci.